Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Tenir son territoire en ordre, la tâche dévolue aux Public Independent Conciliators du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, nommés ce jeudi par le chef de l'État. Analyse du décret présidentiel et première réaction des promus en tête de ce journal. Tenir ces terres en ordre, la volonté de l'État face à l'occupation illégale et anarchique du domaine public. Le dossier du 20h30 précise l'esprit et la lettre de la loi sur le cadastre et les affaires foncières. Tenir son rang, le leitmotiv des Lions du handball. Les Camerounaises viennent de battre le Nigeria par 31 buts contre 19. Nous referons le match en page des sports. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Un poste flambant neuf pourvu ce jeudi pour assurer la complétude des institutions prévues par le Code général des collectivités territoriales. Le président de la République a en effet signé un décret portant nomination des 2 Public Independent Conciliators auprès des assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ainsi donc, le président de la République décrète, sont à compter de la date de signature du présent décret, nommé au poste ci-après. Région du Nord-Ouest, Public Independent Conciliator, M. Tamfou Simon Faye. Région du Sud-Ouest, le Public Independent Conciliator est Madame Telelen Dorothy Atabon, épouse Motazé. Article 2. Les intéressés auront droit aux avantages de toute nature prévus par la réglementation en vigueur. Article 3. Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. C'est donc signé ce 10 juin par le président de la République, son Excellence Paul Biya. Et on vient de l'entendre pour le Sud-Ouest, le Public Independent Conciliator, Madame Telelen Dorothy Atabon, est âgée de 61 ans. Elle était professeure des écoles d'instituteurs, ancienne déléguée régionale de l'éducation de base dans cette région du Sud-Ouest. Elle était admise à faire valoir ses droits à la retraite le 28 septembre 2018. Madame Telelen est originaire de l'arrondissement de Menji dans le département du Lébialem. Tamfou Simon Faye, quant à lui, qui va occuper ces mêmes fonctions au sein de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest, donne ici son portrait et ses premières réactions. C'est un reportage de Aboubakar Abo. Le repos attendra pour Simon Faye Tamfou, ancien cadre de la République, expert en géologie du pétrole, ancien cadre de la SNH. Oui, il n'y a pas de retraite pour ceux qui ont le sens du devoir. C'est justement l'une des qualités, l'intégrité. Aujourd'hui, il est nommé comme Public Independent Conciliator auprès de la région du Nord-Ouest. C'est une réaction de gratitude à Dieu, d'abord, simplement parce que Dieu travaille à travers des hommes. Et deuxièmement, je remercie le chef de l'État pour cette marque de confiance. La mise en place de ce département rentre dans le carré spécial, statut accordé aux 2 régions, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, au terme du grand dialogue national. Plus qu'un poste, c'est au rendez-vous de la responsabilité qu'est attendu Simon Faye Tamfou. J'attends que l'Assemblée régionale soit vraiment effective, parce que c'est par là où on va commencer à travailler, parce que je vais travailler avec les institutions. Ça veut dire l'Assemblée régionale et les communes. Une tâche que ces années d'expérience serviront au mieux.
Ces nominations des 2 membres des assemblées régionales du Nord-Ouest et du Sud-Ouest viennent, on vient de l'entendre, répondre aux recommandations du Grand Dialogue national. Il s'agit également de conforter ce statut spécial pour les 2 régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Et il faut dire que le rôle de ces Public Independent Conciliators est essentiel dans le fonctionnement de ces 2 régions à statut spécial. Rappel des textes. Oswald Modon. L'article 367 du Code des collectivités territoriales présente le Public Independent Conciliator comme une autorité indépendante jouissant d'une solide expérience. Son intégrité et son objectivité ne devraient par ailleurs être mises en doute. Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où il exerce, il est chargé d'examiner et régler à l'amiable les litiges éventuels qui pourraient opposer les usagers à l'administration régionale et communale. Il devrait aussi défendre et protéger les droits et libertés dans le cadre des relations entre les citoyens, la région et les communes de la région. Dans ses attributions, le Public Independent Conciliator devrait aussi, entre autres choses, concevoir et mettre en œuvre les mesures de prévention et de lutte contre les discriminations dont pourraient être victimes les usagers. À la demande de 5 parlementaires ou de 5 conseillers régionaux, il pourra mener des investigations des services tant de la région que des communes. Ces fonctions sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat, d'une fonction, d'un emploi public ou de toute autre activité professionnelle rémunérée. Il ne reçoit ni ne sollicite aucune instruction et le secret professionnel ne lui est pas opposable. Le Public Independent Conciliator prête serment devant la Cour d'appel territorialement compétente avant son entrée en fonction. L'autre actualité au Palais de l'Unité où le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République a l'honneur d'informer les responsables du secrétariat général de la présidence de la République nommés par le chef de l'État hier mercredi 9 juin 2021 qu'il procédera personnellement à leur installation demain vendredi 11 juin 2021 à 11 heures précises dans la salle de projection du Palais de l'Unité. C'est un communiqué signé par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo. Autre chose dans le journal, parlons donc de ce qui était déjà annoncé en titre, cette occupation illégale du domaine privé de l'État. Le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières siffle la fin du désordre et exige le retour à l'orthodoxie. Le ministre Henri Eyébéa ici interpelle ses collaborateurs et rappelle le principe du transfert des terrains privés au profit de l'État. En effet, on peut le voir, plusieurs espaces relevant du domaine privé de l'État font aujourd'hui l'objet d'une occupation anarchique et illégale. Illustration ici même dans la capitale, c'est une enquête de Oswald Modon. Le coup de pied dans la fourmilière, c'est cette lettre circulaire du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Son objectif, la consolidation et la protection des droits de l'État et des autres personnes morales de droit public foulées aux pieds sur le domaine privé de l'État. Quand l'État exproprie, normalement le titre foncier doit être retiré et annulé. On l'annule dans les livres fonciers à la conservation, mais parfois on ne le retire pas. Et parfois il y a des personnes qui essayent de faire des transactions sur la base des titres fonciers qu'ils ont. Plusieurs sites de la capitale politique en font partie. Ekoudou, Ekounou, Ngousso et autres bastos. Même ici au quartier Mangui, où tout le côté droit du carrefour Sorcier à Chel et Léguédois, bien que relevant du domaine privé de l'État, est entièrement occupé par des riverains. Mais il n'y a pas que ces sites. Du côté de Mbankolo et en retournant vers Col Bisson par exemple, Col Bicok, on voit des montagnes et sur les flancs de ces montagnes, parfois on ne peut pas construire. Et parfois l'État prend ces terres et les met dans son domaine privé. Certains de ces espaces ont régulièrement fait l'objet d'expropriation, souvent avec dédommagement, pour cause d'utilité publique. Mais les riverains font toujours de la résistance. La lettre circulaire du ministre des Domaines vient donc sonner la fin d'une récréation qui n'a que trop duré. Et malgré cette sourde oreille de la population, rappelons encore ce soir que l'occupation illégale du domaine privé de l'État est sanctionnée par la loi de juillet 80, privation de liberté, amende et déguerpissement aux frais du contrevenant sont prévus. La lettre circulaire signée le 4 juin par le ministre des Domaines vient donc rappeler à tous les acteurs l'urgence de consolider et de protéger les droits de l'État sur ses propriétés. Cyril Kinga Mbépé.
Au terme de la loi de 1980, l'État peut user de la répression pour faire valoir son droit sur une propriété, surtout après expropriation totale ou partielle. À travers la loi 80-22 du 14 juin 1980, punit les personnes à des peines d'emprisonnement allant de 1 an à 3 ans, à payer des amendes allant de 50 000 francs à 200 000 francs. Avant ces opérations coup de poing, il est urgent de comprendre ce qu'est le domaine privé de l'État. Ce sont toutes les terres dont l'État possède un titre foncier. Être installé illégalement et surtout de mauvaise foi sur un terrain privé expose à des sanctions pénales, administratives, civiles et pécuniaires. Seule exception, l'impact social. Lorsque plusieurs personnes se sont établies sur un espace donné, peut-être de bonne foi, l'État, au lieu de les plonger dans la précarité en détruisant, en les déguerpissant, leur demande de venir régulariser la situation, et ça c'est l'exception. L'État voudrait ainsi consolider et protéger les espaces qui lui sont dédiés pour l'intérêt commun. Le dossier des régions ce jeudi, nous allons parler de cet attrait parfois mortel de l'or sur les populations de la région de l'Est principalement. Les dizaines de morts sur le site minier de Kambélé sont encore tout frais dans nos mémoires. L'exploitation de l'or attire des foules, des jeunes et des moins jeunes, au détriment de l'environnement, de l'éducation, de la santé et même de la vie humaine. Le prix de l'or dans cette région de l'Est, c'est un reportage de Elvis Nguimeson. C'est la pépite d'or qui attire tout ce beau monde à Kambélé, localité située dans l'arrondissement de Batouri, département de la KDI. Kambélé est né depuis 1950 à l'époque coloniale. Ce sont les Français et les Anglais. Mais l'or a été découvert par nos grands-parents. Se côtoient allègrement exploitation semi-mécanisée pratiquée par des expatriés et le nguéré, appellation locale d'une technique de récupération de gravier ou du sable déjà utilisée pour le laver et en extraire le précieux minerai. L'activité ici tourne autour de l'or. La terre est remuée et retournée à longueur de journée, laissant des reliefs déformés ou sapés. Des maisons sont rongées au niveau des fondations, des trous béants exposés et à la merci des petits-enfants, les eaux polluées du fait de l'usage excessif du chlore. Il n'y a même plus là où les jeunes vont pêcher des poissons. Dès que vous... Rien que l'eau là, dès que ça touche, rien que votre peau, c'est fini, c'est la maladie qui suit. Et quid du cahier de charges des entreprises qui devraient construire écoles, centres de santé dans une localité où la promiscuité fait le lit de toutes sortes de maladies et où les glissements de terrain sont légion. Peut-être que l'argent que cette activité génère vaut tous les sacrifices consentis. Certainement pas, Elvis, même si c'est un filon visiblement rentable, que cette exploitation minière, qu'elle soit artisanale ou semi-mécanisée aujourd'hui, on dit là-bas à l'Est qu'elle nourrit son homme jusqu'à des entreprises créées et qui exploitent des dizaines de personnes. Des revenus qui contribuent à réduire la précarité, mais à très faible échelle. Que gagne donc réellement l'État et les riverains de cette activité? L'éclairage de Georges Alain et Yango. Dans le Lomé-Djirem, comme dans la KDI et la Bumba Nkoko, l'exploitation de l'or, du diamant et des pierres précieuses donne une toute autre envergure à l'économie des localités minières des 3 départements et une configuration qui fait courir une cinquantaine de structures d'exploitation minière dans le soleil levant, mais dont l'action est contrôlée au profit des populations locales. Pour que vous ayez une autorisation, il y a les droits fixes qu'il faudrait payer auprès du ministère des Finances à travers les impôts. Il y a également le cahier des charges qui fait l'objet également d'une évaluation. Soit construire une salle de classe, des forages. Au-delà de la responsabilité sociale qui la conditionne, l'activité minière à l'Est est source d'opportunités multiples. Bon, ça permet déjà de fixer des populations autochtones qui ne font que ça, et même les autres qui viennent, parce qu'elles ont une activité économique rentable et permanente. Il y a des emplois aussi indirects qui sont créés. Tout comme Batouri, les localités de Bétaré-Oya, de Ngoura, Kolomine et autres Garaboulaye, bâties sur des mines, font l'objet d'une attention particulière des pouvoirs publics pour une activité minière mieux régulée et portée vers la prospérité locale.
Les concertations se suivent au gouvernement sur la prise en charge du Covid-19. Après celle d'hier mercredi, il y avait une nouvelle réunion sur le coronavirus ce jeudi à l'immeuble Étoile. Avec ce même appel, il faut booster la campagne de vaccination pour espérer atteindre l'immunité collective au Cameroun. Le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, et les principaux acteurs de la stratégie nationale de riposte contre le coronavirus sont mobilisés pour passer cette campagne à la vitesse supérieure. Laurentine Bokono, à l'immeuble Étoile. Les données statistiques disponibles sont bonnes sur l'évolution épidémiologique. Nous avons aujourd'hui 4 personnes qui sont internés à Orca. Djungolo, 8 patients, vous avez 8 à l'hôpital central, moins à l'hôpital Jamo. Ça voudrait dire à peu près quel est le niveau de décroissance de la situation épidémiologique. Mais pour aller plus loin dans la maîtrise de la pandémie, l'approche préventive est mise en avant, d'où l'intensification de la campagne de sensibilisation sur la vaccination. Continuer à observer les mesures barrières, mais surtout aller vers le vaccin. Au cours des prochains jours, sera élaboré un planning de passage dans les entreprises publiques et parapubliques, dans les ministères, églises et autres lieux publics. Une réactualisation des messages est même envisagée pour les adapter à la nouvelle donne. Bientôt, pour les déplacements, l'on se verra obligé de présenter une carte de vaccination anti-Covid-19. Ça a déjà commencé en Europe. Le Cameroun ne voudrait pas compter parmi les pays placés en zone rouge, d'où l'appel à la mobilisation générale lancé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, sur haute instruction du chef de l'État, Paul Biya. Audience ce jeudi au Sénat, tapis rouge à l'ambassadeur du Koweït, nouvellement nommé au Cameroun, une visite de courtoisie au président de la Chambre haute du Parlement par son Excellence Abdulaziz Ablisher Modjamé et avec son hôte Marcel Nyat Ndjifendji, ils ont échangé sur les relations entre le Koweït et le Cameroun, notamment sur le plan de la coopération parlementaire. Mathieu Kamgo. Accueilli par le directeur du cabinet du président du Sénat, Justin Diomachoua, l'ambassadeur du Koweït au Cameroun a eu droit aux honneurs militaires avant d'être reçu par le président du Sénat. En présence de plusieurs personnalités, notamment le premier vice-président et le secrétaire général de la Chambre haute du Parlement, son Excellence Abdulaziz Ablisher et Marcel Nyat Ndjifendji ont échangé prioritairement sur les relations entre les parlements du Cameroun et du Koweït. Nous avons parlé des relations entre les deux pays, ainsi que des opportunités du futur. Nous envisageons des visites parlementaires entre nos deux pays, notamment le Sénat camerounais et l'Assemblée nationale koweïtienne. L'audience d'une trentaine de minutes a aussi permis de faire une revue globale de la coopération entre les deux pays. Les deux personnalités se sont échangées des cadeaux et le plénipotentiaire koweïtien a pris congé de son hôte. Nouvellement nommé au Cameroun, l'ambassadeur du Koweït a résidence à Abuja, au Nigeria. À l'Assemblée nationale, la conférence des présidents a jugé recevables 4 projets de loi, dont celui portant ratification de certaines dispositions de l'ordonnance qui modifie et complète des dispositions de la loi de finances 2021. Les textes présentés à la Chambre entière au cours d'une séance plénière que raconte ici Clarisse Tank. La conférence des présidents, dont tous les membres étaient ici présents ce matin, a reçu du gouvernement 4 projets de loi, dont la très attendue ordonnance modifiant et complétant certaines dispositions de la loi de finances de l'exercice en cours, qui vise le relèvement du plafond des emprunts non concessionnels du budget de l'État. Cette ordonnance permet également au gouvernement de recourir à des émissions sur le marché international pour un montant de 450 milliards de francs CFA. L'adoption par le Parlement de cette ordonnance lui conférera force de loi telle que prévue par l'article 28 de la Constitution. Ce projet de loi et 3 autres jugés recevables par cette instance, présidée par le très honorable Kavaï Yégué-Dibril, ont ensuite été présentés aux représentants du peuple au cours de la plénière également présidée par le chef de chambre. Le second projet de loi reçu autorise le président de la République à ratifier l'accord d'étape vers un accord de partenariat économique entre le Cameroun et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord après sa sortie de l'Union européenne.
européenne. Toujours en diplomatie, le troisième projet de loi est relatif à la suppression réciproque de l'obligation de visa pour les détenteurs de passeports de service ou diplomatiques camerounais et suisses. Tout comme les trois premiers évoqués, le projet de loi régissant l'accès aux ressources génétiques fera l'objet d'un examen au fond par les commissions dédiées. Et nous repartons vers la région de l'Est sur les pas du ministre de l'administration territoriale qui conduit depuis ce jeudi une mission humanitaire instruite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, au profit des réfugiés centrafricains et des communautés hôtes. Paul Atangandji a marqué le premier arrêt de cette mission à Garoua-Boulaye. Là-bas sont accueillis près de 6 000 nouveaux réfugiés centrafricains. À tous, le ministre a transmis le message de réconfort du président de la République et ses recommandations quant au strict respect des lois de leur terre d'accueil. Notre envoyé spécial à Garoua-Boulaye est Augustin Guizana. Le poids de la cargaison d'aide humanitaire en faveur des réfugiés centrafricains témoigne du souci constant du chef de l'État Paul Biya, insérant ainsi le nom du Cameroun dans le concert des nations dont les actions humanitaires sont aujourd'hui une référence internationale. Il a fallu mobiliser 27 camions gros porteurs pour transporter les dons du chef de l'État. Nous leur disons que le chef d'État est là pour les accompagner, mais ils doivent respecter également les lois de la République. Selon le maire de la commune de Garoua-Boulaye, l'aide vient compléter la solidarité des communautés hôtes. Au nom des populations hôtes des réfugiés centrafricains et au nom de l'exécutif communal, je ne peux qu'exprimer ma grande gratitude à l'endroit du chef de l'État. Aux côtés des bénéficiaires, les partenaires du Cameroun expriment leur gratitude au président Paul Biya parce que, disent-ils, cet appui est une réponse aux problèmes que rencontrent les réfugiés et les conséquences qui en découlent sur les communautés hôtes. C'est une approche qui montre la responsabilité du gouvernement. Après Garoua-Boulaye, la caravane humanitaire instruite par le président de la République Paul Biya s'ébranlera à Kenzou, dans la KDI, région de l'Est. Dernière étape ce soir sur les chantiers de construction des lignes de transport d'électricité. Nous allons faire arrêt sur l'étape Nkonsamba-Bafoussam où le poste d'interconnexion de Bafoussam est prêt à 90%. C'est le constat dressé ce jeudi par le ministre de l'Eau et de l'Énergie. Gaston Elundu Esomba en était au dernier jour de son périple sur ces chantiers. Ultime recommandation du ministre dans ce reportage de Lucrèce Mobenga. 100 millions de francs CFA, c'est le prix de la concession de l'État aux populations du village Batunta dans la région de l'Ouest. En effet, à la demande de celle-ci, la ligne de transport d'électricité qui aurait dû traverser la forêt sacrée de ce village sera déviée. C'est un tonnerre d'applaudissements qui accueille cette annonce du ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est que pour le gouvernement, ce projet doit se réaliser avec et pour les populations. On a effectivement évalué la situation et nous pensons qu'il était de bon temps qu'on trouve des alternatives en évitant effectivement cette forêt sacrée, en évitant le palais. Et le gouvernement a pris sur lui de prendre en charge ce financement supplémentaire. Désormais, c'est avec reconnaissance et soulagement que l'avenir socio-économique de l'Ouest peut être envisagé. Nous sommes vraiment très fiers de ce projet pour toute la région de l'Ouest ainsi que la région du Nord-Ouest. Ça va attirer les investisseurs qui ont besoin de l'énergie. Le poste d'interconnexion de Bafoussam est prêt à 90%. Mais pour que la lumière soit, il faudra bien respecter les délais de construction. Le financement devrait, conformément aux dispositions contractuelles, il ne devrait plus courir à partir de 2022. Donc nous devons donc tout faire pour que d'ici la fin de l'année, que ces travaux-là s'achèvent. Sinon, il faudrait que le Cameroun mobilise d'autres lignes de financement. L'État fera donc sa part, notamment pour les indemnisations aux populations bénéficiaires de ces lignes d'électricité de tenir leurs promesses. Auparavant, le ministre de l'Eau et de l'Énergie était dans la région de l'Est pour un exercice similaire, l'évaluation des travaux de construction de la ligne de transport de l'électricité entre Ahala et Abomban. Le chantier serait réalisé à 80% maintenant. Gaston Elundu Esomba a visité ce chantier en compagnie du gouverneur Grégoire Mvongo. Reportage sur ce site, là, avec Elie Omeondo.
Sur le chantier de construction de l'usine de pied de Lompanga, des centaines d'ouvriers cravachent dur pour tenir les délais. La mégastructure produira certes ses premiers mégawatts en mars 2022, mais pour Théodore Sango, directeur général de EDC, les ménages de l'Est auront de l'énergie hydroélectrique en quantité d'ici décembre 2020. Les populations de l'Est peuvent savoir que d'ici la fin de l'année, on aura l'énergie hydroélectrique et que pour la canne de janvier 2022, elles auront l'énergie hydroélectrique à l'Est à travers les réseaux de 30 kV que EDC est en train de construire. À ce jour, à Lompanga, les travaux avancent à pas de géant. 60% du taux d'exécution physique et les conduites forcées qui ont été réceptionnées vont davantage accélérer les choses. Ces conduites forcées ont pour rôle de mettre l'eau en pression pour que cette pression de l'eau qui s'exerce sur la turbine transforme l'énergie mécanique en énergie électrique. Une fois les 4 turbines en marche, l'usine des pieds de Lompanga pourra fournir 30 MW. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. De Elvis Nguimezon tout à l'heure à Lompanga, nous allons maintenant faire le point de la lutte contre le coronavirus à travers le triangle national. On annonce une embellie, la situation épidémiologique est rassurante selon les autorités sanitaires nationales. Nous allons en prendre des précisions avec Évariste Eyenga que nous retrouvons immédiatement au centre des opérations des urgences de santé publique à Messa. Bonsoir Évariste. Adèle, bonsoir. Il y a comme une démobilisation du virus SARS-CoV-2, la légion du virus SARS-CoV-2 au Cameroun. Les chiffres l'indiquent davantage. Il y a une tendance générale à la baisse du nombre de tests réalisés, baisse du taux de positivité, baisse du taux de sévérité, baisse des cas positifs. Petit arrêt sur les cas positifs. Selon une cartographie mise à disposition par le ministère de la Santé publique, et le centre de coordination des opérations de riposte contre le coronavirus, cette cartographie, eh bien, elle indique qu'au cours des 2 dernières semaines, aucun district de santé n'a particulièrement été, aucune notification de cas positifs n'a été signalée dans plus de la moitié des districts de santé au Cameroun et environ 30% également. On a notifié qu'entre 25 et 50 cas positifs au cours des 2 dernières semaines. Dans le même intervalle de temps, dans pratiquement 10% de districts de santé, on a pu notifier qu'environ 50 à 88 cas positifs dans ces districts de santé-là. Mais quand on parle déjà de 100 cas positifs notifiés, il n'y a pas eu cela de signalé dans aucun district de santé. Vous le voyez, la tendance globale donc est à la baisse. Elle est à l'inflexion complètement, le fléchissement, contrairement à ce que l'on a vécu par le passé. Tenez, pour ce qui est de la vaccination, on termine par ce chiffre important, 64 404 personnes sont déjà vaccinées, avec plus de 15 000 personnes qui concernent le personnel de santé. Mais pour ce qui est de la transmission du virus, l'activité est de moins en moins notifiée par le personnel sanitaire. À vous le plateau. Merci Évariste pour ces précisions et nous allons immédiatement à Douala pour parler du nouveau cadre législatif pour les entreprises employant des travailleurs saisonniers qui est en vulgarisation dans la capitale économique. C'est un atelier national sur ces textes juridiques
qui régissent désormais le travail temporaire et la main-d'œuvre de nationalité étrangère. Et c'est le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Tiroma Bakari, qui a ouvert ses travaux en impliquant particulièrement les responsables des assurances, des ressources humaines et des entreprises de placement des travailleurs. José Gaëtan Changa, à Douala. La rencontre entre le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et les responsables des assurances, des ressources humaines et des entreprises de placement des travailleurs est placée sous le signe de l'innovation. 28 ans après son adoption, la loi régissant les entreprises temporaires qui a instauré la flexibilité dans les recrutements, favorisant ainsi l'entrée en scène de la main-d'œuvre étrangère, très souvent en situation irrégulière, est devenue peu pratique. Il était temps de revoir ces dispositions. Ma responsabilité aussi, c'est de protéger la main-d'œuvre nationale, de privilégier les Camerounais. Et pour cette raison, le gouvernement a mis en place un cadre qui organise et régit le séjour de tout étranger qui vient au Cameroun et qui s'installe pour être un travailleur. Pour les parties prenantes, ces innovations sont à saluer. C'est la lisibilité que nous allons instaurer désormais dans la recherche des compétences, dans la mise en place des référentiels de compétences, dans la mise en place des plans de succession et des plans de continuité d'activité des activités dans les entreprises. L'objectif du gouvernement est d'offrir 3 millions d'emplois aux Camerounais à l'horizon 2020-2023. La réunion semestrielle de suivi du partenariat Cameroun-Union européenne se tenait ce jeudi au ministère de l'économie ici à Yaoundé. Le nouvel ambassadeur, chef de la délégation de l'Union européenne, son Excellence Philippe Van Damme et le ministre Alamine Ousmane Mey ont ainsi échangé sur la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique ainsi que sur la programmation budgétaire pluriannuelle de l'Europe et la coordination de l'exécution des programmes dans le sens du futur accord post-Cotonou. Séverin Alégambélé, d'autres précisions. La coopération entre le Cameroun et l'Union européenne est appelée à revêtir de nouveaux habits, compte tenu des changements structurels à venir. La finalisation de l'accord post-Cotonou, la programmation budgétaire pluriannuelle côté Europe, la poursuite du démantèlement tarifaire, tout cela a besoin d'une meilleure coordination pour faciliter les interactions entre les deux parties. La séance de travail entre le ministre de l'économie et l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne a permis de visiter tous ces chantiers, partant de la mise en œuvre de l'accord de partenariat économique dont on attend toujours des précisions sur les règles d'origine. Il y a un comité de pilotage des APE il y a quelques semaines et là il a été convenu qu'effectivement on allait essayer de régler l'aspect règles d'origine dans les meilleurs délais. Vu du Cameroun, le partenariat avec l'Union européenne doit mettre au cœur des politiques publiques le capital humain. Avec l'appui de nos partenaires dans l'Union européenne, nous avons pu résister au plan sécuritaire face à Boko Haram. Nous avons réussi à réorienter la situation, pas seulement du Cameroun, de la sous-région globalement, en matière de redressement des agrégats macroéconomiques. Par souci d'efficacité, le Cameroun plaide pour le dialogue, la coordination, l'alignement, plus de contrôle et de subtilité dans la conduite des projets en gestion centralisée. Les collectivités territoriales décentralisées peuvent bénéficier des appuis des partenaires européens, mais cela doit se faire en harmonie avec l'État central. Les adieux des artistes camerounais à un collègue, un artiste pluridimensionnel. Philémon Blakondoa a tiré sa révérence. Famille, amis et collègues se sont donc donné rendez-vous ce jeudi à la morgue du CFTA à Ekounou pour la mise en bière et la levée de la dépouille mortelle de cet immense comédien décédé le 8 mai dernier en plein tournage. Une cérémonie d'hommage culturel a suivi au Centre culturel camerounais. Tous célèbrent le talent, bien sûr, mais surtout ses 40 longues années d'exposition sur les planches au Cameroun et à travers le monde. Serge Atangana-Bissot. L'homme élégant couché pour l'éternité. Mesures barrières et rigueur militaire appliquées, laissant la moitié des éplorés dehors. Ils ont peu ou pas suivi l'exhortation de foi et d'espérance du curé. Les pleurs, très peu. Évidemment la veuve. Plus des célébrations dans cette pièce crève-cœur. Unité d'action juste. Là où la scène a évolué de la morgue vers le centre culturel camerounais.
théâtre toujours couché, ça ne risque plus de changer. Les paroles de l'orateur disent qu'on berce tonton Phil Black comme on berce un enfant. À 73 ans, la mort et ses étrangetés. On peut entrer au théâtre par passion, mais quand on choisit d'en faire un métier, d'en apprendre les codes, de savoir les rendre et d'alimenter autant de générations et à tous les coups, je crois qu'au bout du compte, on se dit, on n'a pas été là inutilement. Personne avant lui n'a eu droit à ça. Ce sera ainsi toute la nuit. Pour le deuil chez nous, nul besoin qu'on vous invite, n'est-ce pas? Et du nouveau dans l'univers de la préservation des souvenirs, l'innovation a pour nom Iptido comme genèse. C'est la dernière trouvaille de l'entreprise Innov4U. Il s'agit d'une solution qui vous permettra de sauvegarder des souvenirs, des photos, des vidéos de génération en génération. Le produit était présenté hier mercredi au public de Yaoundé, à découvrir dans ce reportage de Awa Issa de CRTV Centre. Après seulement 6 années d'existence, l'entreprise Innov4U innove et sort de ses moules le programme Iptido. Il s'agit d'une solution technologique à fort impact social permettant de sauvegarder des souvenirs à travers un objet high-tech. Iptido est une solution révolutionnaire, pas seulement au Cameroun, mais également pour le monde entier, car il permettra sur plusieurs générations de sauvegarder des souvenirs de famille et de les léguer à nos descendants. Ce qui n'existait pas déjà, car dans nos familles, dans toutes nos familles, nous avons souvent des photos noires sur blanc au village, sur des murs au village. Alors Iptido apporte des images en couleur, souvenirs qui ne disparaîtront jamais. Cette innovation, fruit de l'imagination d'un jeune entrepreneur camerounais, vient résoudre les problèmes de conservation du patrimoine culturel. La start-up créatrice d'emplois répond ainsi aux attentes des pouvoirs publics en matière d'innovation. Le Minérésie confirme tout simplement la percée du digital comme driver très important de l'économie camerounaise désormais. Et à ce titre, nous pensons que nous venons de franchir un pas de plus vers le modèle Silicon Nation. Il existe 2 voies pour accéder à Iptido. Un clic sur la toile ou un SMS au numéro 91 suffisent à s'approprier le programme. Nous avons mis en place un numéro court afin que tout Camerounais, où qu'il soit, puisse facilement y accéder. Le numéro court, c'est le 91 8011. Il suffit d'envoyer un simple SMS à ce numéro. Le système enregistrera votre commande et notre équipe descendra vers vous. Facile, simple et accessible à tous, Iptido permet de garantir l'archivage des données culturelles et de léguer à la postérité un patrimoine riche, dense et sécurisé. Avant la page des sports, je signale ce télégramme officiel de félicitations du président de la République, son Excellence Paul Biya, qui écrit à son Excellence Marcelo Rebelo de Sousa, le président de la République portugaise. C'est à l'occasion de la célébration de la fête nationale de ce pays ami, ce 10 juin. Les sports et ces excellentes nouvelles qui nous viennent de la CAN de handball Dames 2020. La sélection camerounaise a enregistré sa 2e victoire ce jeudi et c'était face au Nigeria. Très coriace, le score pourtant 31 buts à 19. Un match difficile, notamment en première période. Le Cameroun a su tenir son rang et à la 2e mi-temps vaincre les Nigérianes grâce notamment à l'abnégation et au charisme de Charisma Echo, précisément désignée meilleure joueuse du match, et de ses coéquipières. Les temps forts, les moments forts de cette rencontre avec Joseph Gouetta-Mandeng. Charisma Echo, meilleure joueuse du match Cameroun-Nigeria. Les Lions de handball ont assuré face à leur adversaire du jour. 31 réalisations contre 19. La clé de succès est arrivée en 2e période lorsque Liliane Mafokamga, Vanessa Diepmou, Claudia Eyenga et les autres ont pris le match à leur compte.
Entre l'aube et attaque rapide, les Camerounaises ont contourné la défense nigériane à tous les coups. Il fallait aussi beaucoup de dextérité pour contrer les assauts de l'adversaire. Match pourtant difficile à l'entame, surtout au premier quart d'heure, parce que c'est le Nigeria qui ouvre le score et contraint le Cameroun à courir derrière l'égalisation. Heureusement, la mi-temps intervient avec un marquoir donnant l'avantage aux Lions. Somme toute, le Cameroun gagne, mais difficilement, face à une sélection nigériane métamorphosée et très déterminée. Pour leur dernière sortie en match de poule ce samedi face à la RDC, les Lions devront faire mieux que leur prestation de ce jeudi. Et elle semble motivée pour cela. En 2 matchs, 2 victoires. Ça se passe plutôt bien jusque-là pour les Camerounaises. Et avant cette rencontre, la RD Congo a pris l'avantage sur le Kenya avec un large score de 42-16. Demain, à l'affiche, on annonce 3 rencontres. Madagascar face à la Tunisie à 14h. Le Cap-Vert sera face au Congo à 16h. Et puis, la Guinée va affronter le Sénégal à 18h et des matchs à suivre et toute l'actualité de cette CAN sont à retrouver sur CRTV Sports and Entertainment. Voilà de bonnes nouvelles qui viennent donc mettre un terme à ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Marlise et Noambarga Aoumou et de Augustin Ngononga. Vous aurez d'autres informations sur... Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Dans le doute.